Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Au sommet de cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous parlons des énergies renouvelables ce soir et nous sommes toujours dans la série consacrée à la norme. Et comme chaque émission, nous avons 4 invités, 4 experts du domaine avec qui nous allons essayer de comprendre ce que sont les énergies renouvelables et surtout quelle est la place que l'Afrique doit accorder à cette nouvelle forme d'énergie. Et je vais présenter nos invités. Je vais commencer par ma gauche, par monsieur Jean-Paul Tatitsa. Monsieur Tatitsa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de SATED Group. Je présume que c'est un groupe qui fait dans de l'énergie renouvelable. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu brièvement, SATED Group? SATED Group, SATED Group, c'est une société c'est un groupe d'ingénieurs qui est divisé en plusieurs départements. Donc, il y a un département de génie électrique, un département d'informatique, un département de l'électronique. D'accord. Et donc, dans ces 3 grands départements, le département de génie électrique travaille sur les solutions de transport d'énergie, de protection contre la foudre, essaie de développer des solutions pour l'implémentation des énergies renouvelables. Il y a aussi une petite sous-direction qui travaille qui fait des recherches sur des énergies renouvelables. D'accord. Bon, le deuxième département, qui est celui de l'électronique, développe des solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, de périmétrie, télémétrie et qu'est-ce que je dirais? Enfin, c'est de l'électronique. Voilà, c'est de l'électronique. Voilà. Donc, on a des solutions de contrôle d'accès, on a des solutions de télésurveillance, vidéosurveillance, de périmétrie, de télémétrie. D'accord. Et on développe aussi des applications pour gérer des automatismes. D'accord. Parfait. On aura l'occasion avec vous de revenir effectivement sur un des pans de votre activité, à savoir les énergies renouvelables. J'accueille en face de vous Monsieur Eric Ndi, qui est de Solaire Mobile. Monsieur Ndi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Solaire Mobile, c'est de l'énergie solaire, forcément. Oui. Je voudrais d'abord dire bonsoir aux grands téléspectateurs de Vox Africa qui nous écoutent à travers l'Afrique. Et je vous remercie de nous donner cette occasion de parler de cette chance qui est donnée à l'Afrique de se développer non plus à travers des énergies classiques comme on connaissait par le passé, mais des énergies nouvelles et renouvelables qui nous sont à la portée de la main. J'aime souvent dire sur la tête. Alors, c'est une opportunité. Oui. En tout cas, on aura l'occasion, le temps dans ce débat d'en parler longuement. J'accueille notre 3e invité, c'est M. Joseph Nguemo, qui lui est de SNG Technologies. M. Nguemo, bonsoir. Bonsoir, M. Domchier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ok, c'est un grand plaisir pour nous. Ouais. Donc, je présente SNG Technologies et Hydrosolaris, dont je suis directeur général. Nous sommes totalement focalisés sur l'énergie, sur la production de l'électricité, parce que nous avons compris que le défi majeur de l'Afrique à l'heure actuelle, c'est bien le défi de l'électricité. Tant l'électricité impacte tous les autres domaines de notre vie et c'est l'élément clé pour pouvoir amorcer notre développement. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Notre dernier invité, c'est M. Michel Tekam, qui lui est expert en énergie renouvelable et croissance verte. M. Tekam, bonsoir. Bonsoir, M. Ndomché. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions de nous donner cette possibilité de pouvoir faire savoir ce que nous faisons. Et je vais directement dire que je viens de ADIT. ADIT, justement. Voilà. ADIT, c'est en fait ce qu'on appelle une ONG qui est basée à Bafoussam et depuis 22 ans qui essaye de faire la promotion des énergies renouvelables. En grande partie, nous travaillons avec l'hydro. On a aussi une partie sur le solaire, une partie sur la petite éolienne et le biogaz. Voilà, nous faisons la promotion de tout ça. Et surtout, nous essayons de relier tout ça aux problèmes de développement local, aux problèmes de climat. Et ensuite, de plus en plus, nous évoluons vers l'intelligence artificielle associée à tout ça.
Ah, d'accord. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Comme de tradition dans cette émission, nous allons planter le décor avec un reportage que signe FTT Médier sur une forme de comparaison entre les énergies dites renouvelables et les énergies fossiles. Et nous revenons sur le plateau pour en parler avec nos invités, bien sûr. Le continent africain doit aujourd'hui faire face aux enjeux énergétiques et environnementaux, alors même que de nombreuses problématiques de développement restent encore à résoudre pour atteindre les objectifs du millénaire. L'énergie n'est pas un luxe pour les Africains, elle est indispensable à l'amélioration du bien-être. Cependant, encore faudrait-il que ce bien-être soit soucieux de l'environnement dans lequel évoluent plus d'1 milliard d'Africains. L'enjeu de la transition énergétique est donc à la fois de répondre aux besoins énergétiques en forte croissance et de ne pas aggraver les impacts sur l'environnement, notamment les gaz à effet de serre, tout en étant compétitif grâce à la maîtrise de la consommation d'énergie, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et la diversité du mix énergétique vers les énergies renouvelables. Justement, l'Afrique semble avoir pris conscience et pris le virage des énergies renouvelables. Une solution à la fois pratique et peu coûteuse. En 4 années seulement, les capacités du solaire installées sur le continent ont quadruplé, tandis que les investissements privés dans le secteur ont été multipliés par 10 entre 2009 et 2014, avec plus de 350 projets en cours de développement. Mais jusqu'ici, les résultats restent insuffisants, avec des productions comprises entre seulement 10 et 100 mégawatts. Il est donc nécessaire de créer les conditions pour que les dimensions transversales du développement, telles que les problématiques de l'énergie et du changement climatique, longtemps négligées dans la planification locale, deviennent de véritables leviers du développement endogène dans les prises de décision. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde. Alors, M. Takam, je commence par vous. On parle beaucoup d'énergie renouvelable. Alors, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais vous nous dites que ça fait pratiquement 22 ans que vous y travaillez. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable? Bon, les énergies renouvelables, en réalité, ça s'oppose un peu aux énergies fossiles. Ça veut dire que ça peut se renouveler. C'est-à-dire que si vous faites un bon usage, par exemple de l'eau, qui est la source de l'électricité hydro, effectivement, l'eau ne va pas finir. Si vous avez compris, par exemple, que l'eau dépend de l'infiltration de l'eau de pluie, par exemple, dans le sol, vous comprenez qu'il faut favoriser cette infiltration. Et donc, vous allez maintenir les bassins versants, ce qui fait que, par exemple, les problèmes qu'on a souvent en saison sèche, parce que on a des coupures d'électricité dues au fait qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Il n'y a plus assez d'eau. Voilà. Donc, il faut résoudre ça à la source. Ce n'est pas, c'est pas la magie. Il faut simplement travailler au niveau des bassins versants et en plantant les arbres, en permettant que l'infiltration soit beaucoup plus grande. La deuxième chose, c'est la deuxième source, par exemple, on peut citer le solaire. Donc, vous voyez, le solaire, lui, il ne tarit jamais. Le vent ne tarit jamais. Il est là. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, il faut donc comprendre que c'est quelque chose qui s'oppose. Parce que le pétrole que nous enlevons dans le sous-sol peut finir demain. Va finir, parce que c'est une source épuisable, le pétrole. Oui, je veux nuancer un peu parce que c'est vrai, ça va finir, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont programmé la mort du pétrole, mais aujourd'hui, on découvre de plus en plus de puits. Donc, je veux dire finalement, ce n'est pas si périssable que ça, le pétrole. En tout cas, les grands jours, le pétrole a encore des grands jours devant lui. D'accord. Alors, M. Nguemo, avec vous, on parle d'énergie renouvelable. On a très bien compris que c'est en opposition aux énergies dites fossiles qui sont, elles, présentées comme dangereuses pour l'environnement principalement. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les énergies fossiles, principalement? Oui, dans les énergies fossiles, en général, il y a le pétrole qu'on connaît, il y a l'uranium qu'on connaît et il y a le charbon. Le charbon. Donc, toutes ces sources d'énergie, on l'a bien compris, sont épuisables parce que c'est des choses qu'on retire dans le sol et on a vu déjà dans plusieurs sites ont arrêté la production parce qu'il n'y avait plus de ces ressources dans le sol. Comme M. Takam disait, on en découvre. Oui, on en découvre de nouveau. On comprend que c'est aléatoire. Voilà. Si on en découvre, c'est aléatoire. On en découvre, on peut ne plus en découvrir. Et on a vu que les coûts sont de plus en plus élevés. Et certains pays qui étaient producteurs ne sont plus producteurs. Et donc, on ne peut pas tabler sur quelque chose qui est aussi hasardeux. Donc, pour nous,
avec ce il a donné toute la définition de ce qui est renouvelé, parce que le soleil est indéfini tant que le monde existe, on aura sur le soleil. De même pour l'eau, de même pour les arbres, si on peut les planter. Donc déjà, par leur nature, on comprend qu'il vaudrait mieux tabler sur du durable que sur de l'incertain. D'accord. Voilà. Alors, M. Tatita, il y a un gros débat qui s'ouvre sur justement ces énergies renouvelables. Est-ce qu'on a des normes? Parce que cette émission est quand même consacrée à la norme. Est-ce qu'il y a des normes dans le secteur des énergies renouvelables? Si oui, quelles sont-elles? Je crois que jusqu'à présent, ici en Afrique, nous n'avons pas encore de normes qui régissent les énergies renouvelables. Jusqu'à présent, nous essayons d'utiliser les normes françaises. Ouais. Qui s'impose à nous, ce qui est un paradoxe. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'appropriation de cette technologie-là par l'Afrique en essayant elle-même de créer son cadre normatif? C'est vrai que l'Afrique peut s'inspirer des normes françaises pour élaborer des normes qui correspondent à notre environnement et à nos besoins en énergie renouvelable. D'accord. Parce que, M. Takam, je pose la question parce qu'on ne peut pas s'inspirer des normes françaises, puisque déjà, si l'énergie renouvelable s'appuie en partie sur le climat, on n'a pas le même climat, par exemple. Est-ce que ces normes-là sont transposables? Ça, c'est la question que je voudrais vous poser. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, la NOR a commencé depuis un peu plus d'1 an à penser à ce problème de normes. La NOR, c'est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun. Tout à fait, au Cameroun, pour oui. nos téléspectateurs, La NOR a déjà commencé à penser à ça. Et je pense que j'ai été contacté plusieurs fois pour ça aussi. Ce que je veux donc dire, c'est que nous devons développer nos propres normes. Mais comme vous savez qu'on ne réinvente pas la roue, néanmoins, on va s'inspirer de ce que les autres ont déjà fait et on va adapter à notre contexte pour qu'en fait, on ait quelque chose qui marche. Mais en réalité aussi, il faut dire qu'on ne va pas mettre la barre très haute parce que les autres aussi, ils ont commencé tout bas. Si vous mettez la barre très haute, vous allez vous bloquer. Donc, il faut essayer de voir par où on commence et progressivement, on va tendre vers les normes ISO, par exemple, qui sont internationalement reconnues aujourd'hui. Mais il faut savoir aller doucement et savoir reconnaître que de temps en temps aussi, il faut se tromper parce que quand vous parlez aujourd'hui de chinoiserie, quand vous regardez, mais vous voyez que la Chine produit à plusieurs vitesses. Donc, ils ont compris qu'au début, il faut faire quelque chose. L'essentiel, c'est de commencer et puis on rentre dans les normes. Si je veux conquérir le marché européen, je comprends que ce n'est pas les mêmes normes au Cameroun et donc progressivement, je vais avancer pour quelque chose qui sera universel. D'accord. Alors, M. Ndi, parlez-nous un peu des avantages des énergies renouvelables, parce que vous êtes aujourd'hui comme l'un des chancres de cette forme d'énergie. C'est quoi les avantages par rapport, premièrement, à l'environnement et même au niveau de l'économie? Qu'est-ce qu'on gagne à changer la manière dont on produit de l'énergie aujourd'hui? Bon, le premier avantage que nous avons dans les énergies renouvelables, c'est que elle est là, à côté de vous, en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Mais nous l'avons sur plusieurs formes. Vous l'avez déjà cité, l'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique. Il se trouve que nous voulons toujours calquer de ce qui est en Europe. Par exemple, vous parliez des normes tout à l'heure. Si un Camerounais ou un Africain venait à fabriquer une voiture, on dira, c'est quoi ça? Et par contre, c'est quelqu'un qui a commencé quelque part avant qu'on connaisse toutes ces voitures. Alors, si nous pouvions déjà capitaliser la surface de notre toiture pour mettre des panneaux solaires et générer une énergie qui serait très largement supérieure aux besoins de cet habitacle dans lequel nous sommes. De deux, si nous pouvons, les cours d'eau qui passent, oui, on les trouve souvent très petits. Mais attention, vous vous souvenez souvent qu'en Afrique, on parle souvent d'inondation. On n'est pas inondé. En fait, les dégâts d'inondation ne viennent pas des cieux. C'est ceux qui tombent, qui coulent. Vous voyez, tous ces fleuves qui coulent derrière nous ont un potentiel. Donc, si on pouvait déjà capitaliser en mettant des espèces de petites turbines. Plus tard, je vais encore développer une astuce que nous pouvons utiliser. Je vais tout droit au but. Je prends par exemple, quand les Européens vous fabriquent un groupe électrogène est constitué de deux parties. La première partie, c'est son moteur,
qui fait tourner la deuxième partie qui est un alternateur. L'Africain se permet de retirer de l'argent pour acheter du carburant, pour faire tourner le moteur. Alors que l'Africain ingénieur substituerait ce moteur par une canne et qu'il allait la placer dans une rivière dont la force du courant d'eau ferait tourner son moteur. Bon, là, on va rentrer dans les normes. Ça va produire un courant, par exemple, qui n'est pas de 50 S, mais si ça peut faire allumer une lampe incandescente, où est le problème? Si ça peut faire tourner le moulin qui écrase les produits du maïs, où est le problème? Le problème, c'est que l'Africain veut toujours se calquer à quelque chose d'existant. Vous avez bien posé le problème de normes. Il faut bien qu'on se lève un matin, on se dit trop c'est trop, nous allons commencer pour nous. Nous pouvons fixer nos propres normes. Je voudrais avoir l'avis de M. Nguemo là-dessus, parce que ce que M. Ndi est assez pertinent, et c'est pour ça que je posais la question. On a l'impression qu'en Afrique, on reste et on attend que les autres prescrivent, définissent le cadre, et nous on suit, même quand cela est en totale inadéquation avec nos réalités quotidiennes. Oui, je crois qu'on n'a pas à attendre totalement de l'Europe. On a des choses à attendre, mais il y a des choses qu'on peut initier de nous-mêmes. Et comme il vient de le dire, il y a des grandes centrales, comme on a vu tantôt, des grandes centrales, qu'est-ce qu'on dit encore Hydroélectrique. Non, hydrothermique, on ne fait pas centrales nucléaires, les grandes centrales nucléaires. Ainsi. Or, je crois justement que les énergies renouvelables nous donnent une possibilité aujourd'hui, avec leur développement, avec leurs technologies qui sont de plus en plus maîtrisées par les Africains eux-mêmes, par nous qui sommes assis sur ce plateau, nous donnent les possibilités de démarrer quelque chose de nouveau qui sont propres à nous-mêmes. Mais alors, est-ce que ces technologies, ces nouvelles énergies n'ont pas de limites? Parce que vous, peut-être que vous êtes mal placé pour parler des limites parce que vous êtes des militants de cette énergie-là, mais est-ce qu'objectivement, il n'y a pas de limites? Je vais répondre tout de suite. Oui. Commençons par nos besoins. Quels sont nos besoins? Où en sommes-nous pour savoir où est-ce qu'on peut aller avec cette énergie? Comprenons que l'Afrique est le pays qui a le moins d'électricité dans le monde. Le continent. Le continent africain. C'est vrai qu'on rêve qu'il soit un pays, mais on en est encore loin. Le continent africain représente 15% de la population mondiale, avec seulement 3% de la consommation d'électricité. Le continent africain, dans le continent africain, il y a 40% de taux d'électrification de manière globale, en tenant compte du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Et 23% d'électrification dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il y a plus de 70 personnes dans les zones rurales qui vivent sans électricité en Afrique. Et aujourd'hui, les experts montrent qu'en 2030, la moitié de la population mondiale vivant sans électricité va se retrouver en Afrique. C'est ça le grand problème. Comment résoudre ça? Parce qu'on parle de développement, c'est d'abord la qualité de vie. Alors, comment donner une bonne qualité de vie à nos populations qui vivent sans électricité? On voit bien l'impact de l'électricité dans tous les autres secteurs, dans l'éducation, dans la santé, dans les communications et télécommunications, dans la production même agricole, dans l'agriculture, ainsi de suite. Donc, tous les secteurs sont liés à l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Voilà. Or, on se rend compte donc que tous à côté de nous, avec nos petites rivières, avec le soleil qui se trouve partout en Afrique, on a le plus grand réseau mondial ici en Afrique, du réseau hydrographique. Or, malheureusement, avec la République démocratique du Congo qui a le plus important réseau hydraulique, enfin le plus grand réseau hydraulique, suivi du Cameroun. Suivi du Cameroun. Voilà. Notre drame, entendons-nous bien, notre drame c'est qu'on attend les investisseurs européens qui eux ne s'intéressent qu'aux grands barrages. Or, lorsqu'on produit même ces électricités dans les grands barrages, pour les transporter dans les petits villages, c'est nul. Pourquoi? Parce que le coût de transport est énorme. La conséquence que nos villages resteront toujours sans électricité parce que ces grands investisseurs étrangers ne s'intéressent pas à nos petites rivières. Donc il revient à nous-mêmes qui sommes là ici en Afrique de faire ce développement. Donc c'est à portée de main. Et ça, ce sont des énergies renouvelables par nos rivières, par nos arbres, et puis par notre soleil. Donc, et tout ça, aujourd'hui de plus en plus, nous avons accès à cette technologie que nous pouvons la développer par nous-mêmes, produire jusqu'aux éléments de nous-mêmes. Voilà. Alors, M. Takam, est-ce que les énergies renouvelables s'opposent forcément aux énergies fossiles? Est-ce qu'on ne peut pas penser à une solution où on ne mécontenterait pas quelqu'un, on ferait un peu de deux? Je pose la question parce que je voulais qu'on revienne sur ce que j'ai appelé les limites des énergies renouvelables. Est-ce qu'avec ces nouvelles énergies-là, on peut effectivement créer des véritables industries dans le continent africain? Merci. Je voudrais d'abord faire remarquer que le monde aujourd'hui court derrière ce qu'on appelle les changements climatiques, c'est-à-dire que réduire les gaz à effet de serre
qui sont en général produites par les énergies fossiles. Mais il faut dire que la barrière entre énergie fossile et énergie renouvelable, ou entre l'industrialisation et les énergies renouvelables, c'est une question de technologie simplement. Parce que vous prenez le soleil par exemple. Vous savez, dépendant de la technologie que vous avez, si vous prenez seulement du photovoltaïque, ce sera difficile. Mais si vous prenez le soleil avec concentration, les tubes à concentration, vous pouvez produire des milliers et des milliers de mégas ou des gigas. Et je pense que l'Europe a un projet comme ça avec le Sahara. C'est simplement pour vous dire que le Sahara, c'est une source d'énergie indéfinie pour l'Afrique. C'est une chance même pour l'Afrique. Maintenant, c'est une question d'accès à la technologie. Est-ce que effectivement, nous avons sur le plan africain des politiques de développement des technologies? Moi, je me souviens très bien que nous avons commencé, c'était avec la Banque mondiale il y a quelques années. Bon, ben, écoutez, tout le monde nous disait, ça c'est une vieille technologie que vous apportez. Mais nous, on leur expliquait, ça donne quand même de l'électricité. Aujourd'hui, si je prends la petite hydro, en quelques années, nous avons pu faire 12 sites hydro dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'ouest. Et vous avez des villages entiers qui fonctionnent avec ce que nous avons fait, avec des très petits moyens. Et aujourd'hui, vous parlez de 12 sites. Aujourd'hui, quand on parle des énergies renouvelables, c'est comme si c'était nouveau. Je vous dis, ça fait 22 ans que nous travaillons là-dessus. Et si vous avez la chance, hein, vous êtes une unité de communication, on pourrait aller faire des reportages sur le terrain pour que vous voyez ce que nous faisons. Donc ça, c'est de la réalité. Nous avons des unités solaires qui sont en fonctionnement. Nous avons du biogaz qui est en fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons aussi travaillé sur les biocarburants, parce que les biocarburants peuvent aussi être une opportunité. Pourvu qu'on intègre ça, n'est-ce pas, en tenant compte aussi des besoins en nutrition du pays et en même temps qu'on tienne aussi compte du traitement des déchets, parce que le traitement des déchets, c'est toujours quelque chose d'important. Et je vais vous dire, les déchets, c'est aussi une grande source d'énergie renouvelable. Donc, en réalité, il n'y a pas une grande opposition, les limites sont technologiques simplement. Et il faut mettre en place aussi, vous savez, en amont, il y a ce qu'on appelle les politiques. Il faut que sur le plan national, il y ait des politiques, il y ait des institutions qui soient prêtes à porter, parce que si vous voulez avancer, il faut certainement les aspects liés aux finances. Et l'accès au financement, effectivement, on peut mobiliser des financements internes, mais on aura certainement besoin du financement extérieur, et ce financement ne viendra que si le cadre institutionnel et réglementaire est solide. Est préparé. Alors, M. Tatita, on veut effectivement avancer. Il y a ce problème technologique qui est posé, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi une réalité qui s'impose au continent africain. Moi, je prends par exemple, aujourd'hui, on demande à l'Afrique de faire des efforts pour préserver l'environnement. On sait bien que l'Afrique est le continent le moins pollueur. On est le continent qui produisons le moins d'énergie nocive. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une posture où, sous coup de lobbying aussi international, on nous pousse à aller vers l'énergie renouvelable. Je veux bien, mais ça a un coût, les énergies renouvelables. Est-ce que nous avons la capacité de faire rapidement ce bond pour pouvoir transformer ces énergies-là en énergie à même de soutenir notre besoin d'industrialisation? C'est à ce niveau que je pense que se trouve le problème. Voilà. Moi, je pense que, comme disait M. Takam, c'est un problème de technologie. C'est-à-dire que la différence est technologique. Elle n'est pas là aujourd'hui, la technologie. On a besoin d'avoir des grandes industries. On n'a pas la technologie pour transformer le renouvelable tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne fait pas du fossile comme les autres? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau dire ce que vous voulez, la Chine continue à fonctionner au charbon, comme les États-Unis, etc. C'est les plus gros pollueurs. Ils donnent un peu d'argent pour parfois se donner bonne conscience pour développer les énergies renouvelables. Mais la réalité, c'est qu'ils continuent à produire énormément du fossile parce qu'ils en ont besoin pour leurs industries. Mais nous, on n'a pas la technologie pour rapidement transformer le renouvelable en potentiel énergie industrielle. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je pense que l'Afrique a deux problèmes. Le premier problème de l'Afrique, c'est la disponibilité de l'électricité.
Aujourd'hui, on essaie de développer des énergies renouvelables à petite échelle, dans des petites localités, dans des régions, parce qu'on a ce souci de disponibilité d'électricité. Et donc, le souci qu'on a jusqu'ici, c'est qu'on n'a pas la technologie pour produire du soleil à grande échelle ou alors à des puissances assez élevées. Mais dans un premier temps, on a quand même besoin de la petite puissance produite par les petites centrales que nous faisons pour permettre aux villages de se développer. Oui, d'avoir de l'électricité, pas de se développer, parce que pour se développer, il faudra beaucoup plus. Voilà. Pour avoir, l'Afrique a d'abord le problème de l'électricité, d'électrification. Ouais. Et donc, vu les coûts de transport des énergies fossiles, des énergies hydrauliques, parce que parfois la distance entre les points de production et les points de consommation sont assez longues, et donc le coût du transport est assez élevé. Et donc, pour résoudre le problème en attendant de trouver des solutions, on construit des petites centrales photovoltaïques ou alors des mini-centrales hydrauliques ou des mini-centrales à gaz ou des centrales thermiques, comme on voit dans la plupart des villes africaines. Mais tout ça à une échelle très réduite, juste pour donner de l'électricité aux gens. Moi, j'insiste sur ma question, M. Ndi, c'est la question de l'industrie. Si aujourd'hui on veut être des grands producteurs d'automobiles, on veut être des grands producteurs d'appareils électroménagers, il va falloir avoir des industries qui tournent avec du lourd. Et ce ne sera pas avec quelques petits panneaux solaires qu'on fera tourner ces usines. Oui, monsieur. Donc, je vous comprends bien. Le bébé est né hier et vous voulez qu'il ait déjà les dents et la barbe blanche demain. Non, ce n'est pas possible. Hein. Monsieur Ndomtien, nous devrions faire du pas à pas. Oui, on a besoin de s'industrialiser. Comme monsieur Ngemo le disait tout à l'heure, est-ce que vous avez fait un bilan de puissance de votre demande, de ce que vous avez besoin, avant de vous déclarer non capable de produire cette énergie? Cette énergie pour faire quoi? Quand nous regardons notre développement aujourd'hui, nous sommes encore dans la phase des fondations, des bases. On ne peut pas se retrouver demain, du jour au lendemain, dans la phase des fonderies. Non, mais enfin, si vous permettez, M. Ndi, si vous permettez, plusieurs experts vous expliquent le problème aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à industrialiser le continent. Vous avez des gros investisseurs qui vous disent on aurait bien aimé installer nos usines en Afrique, mais on ne peut pas parce que la qualité d'énergie n'est pas suffisante pour faire ce que nous voulons. Donc, je voulais vous dire, je ne vous coupe pas, mais permettez-moi de vous dire ceci. Si aujourd'hui, quelqu'un, Toyota, veut faire une industrie d'assemblage en Afrique, la deuxième question qu'elle va se poser, c'est que, oui, où sont les clients? Oui, en population, nous sommes intéressants, mais en capacité financière, nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas brûler cette étape-là. Construisons-nous d'abord, produisons à partir de ce que nous avons, et ensuite nous allons voir grand. Je ne vois pas une... comment est-ce qu'on appelle ça? Avant, c'était Air Afrique. Je ne vois pas une agence africaine qui va se permettre de commander une Airbus de 500 places parce qu'il trouvera que, oui, les autres ont commandé un Airbus de 500 places, nous allons chercher. Non, contentons-nous encore de nos petits pas. Voyez-vous, on va commencer avec les bâtiments, ce qui se fait déjà bien. Et dans les bâtiments, imaginez-vous à combien ça vous reviendrait de faire une porte métallique, je pense, dans des pays sahéliens comme... le Sénégal ou quoi, où ils n'utilisent pas du bois, mais ils utilisent que du métallique pour des ouvertures. Ça les coûte cher. Et s'il faut utiliser l'énergie fossile pour faire de la chaudronnerie là-bas, alors que les énergies renouvelables sont là, pourquoi ne pas commencer par se développer avec ces énergies renouvelables-là, qui ne demandent pas, ma foi, des mégawatts, ça ne demande que des centaines de kilowatts. Je vois M. Ngemo qui... Oui, M. Ngemo tient à réagir parce rapidement. qu'on parle énormément de puissance, d'accord? Vraiment, il ne faut pas qu'on sorte d'ici en étant un peu ridicule au niveau des puissances. Mais je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, qu'avec le solaire, ou bien qu'avec l'hydroélectricité, on ne peut pas produire de grandes puissances. Moi, j'ai travaillé sur des systèmes, déjà pour le Cameroun, c'est dommage, mes ordinateurs ne sont pas là, pour produire 2 mégawatts au nord du Cameroun. C'est quelque chose que je ferais des propositions que je faisais à Eneo.
Et eux-mêmes déjà ont pris des structures pour leur produire 4 mégawatts dans le Nord Cameroun. D'accord? Et dans le monde entier, moi je suis partenaire SMA ici au Cameroun. SMA qui est une structure allemande, qui est le leader mondial. Il y a plein d'unités de production électrique, d'électricité, des dizaines de mégawatts. C'est-à-dire que ça prendrait plusieurs industries. Il faut que ce soit clair là-dessus. Le deuxième volet, on a dit, parce que jusqu'à présent, dans nos pays africains, on fait beaucoup on fait de la petite production pour des villages, pour résoudre. Oui. Et on a l'impression que ça s'arrête à ça. Ouais. Non, je m'excuse. Il vous donnerait des références et des références. Peut-être à la suite de cette émission, ou bien je vous les renverrai pour que vous les mettez dans vos émissions. Ouais. Où il y a des productions à grande échelle, il y a des îles. Oui, mais on est totalement d'accord avec vous. Le problème aujourd'hui, c'est au niveau de ce que ça coûte. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous décidez d'investir dans du renouvelable pour de la quantité industrielle, ça a un coût. Ça a un coût. Bon, je reviens. Bon, il faudra donc comparer avec, par exemple, comme on dit tantôt, la technologie nucléaire, qui est moins disponible pour nous que la technologie solaire et hydro. Même en termes de technologie, comme on le disait. C'est-à-dire si on dit on fait du nucléaire, déjà, on comprend bien que les autres ne pourront pas le faire et ne donneront pas l'expertise. Mais par contre, si on veut se développer, disons, on fait avec ce qu'on a. On a déjà de quoi faire si on s'appuie sur les renouvelables à l'heure actuelle. D'accord. Oui, M. Takam, sur le débat. Oui, j'allais dire qu'on produit de l'électricité pourquoi? Nous savons que l'Afrique a décidé de procéder à la transformation structurelle de son économie à travers l'agriculture et l'agro-industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie que je produis au Mali, que je produis en RDC avec les petites centrales, c'est suffisant pour commencer. Vous savez que l'Italie n'est pas dans les grosses industries. Pourtant, l'Italie compte dans le monde. Donc ça dépend de la politique économique que nous mettons en place. C'est une question de choix. Maintenant, au-delà donc de ça, si nous voulons faire des grandes productions, je vous dis que c'est possible parce que c'est une question de politique nationale. Si on décide qu'on va se lancer, même dans la sidérurgie, on peut produire de l'énergie. Nous avons des grandes rivières qui sont là, des grands fleuves qui sont là, qui peuvent nous produire tout ce que nous voulons. Et si je prends le cas du Congo démocratique, moi j'ai fait un travail, une étude au Congo démocratique sur des petites unités de production jusqu'à 100 mégas. Et vraiment, c'est possible. Tout ce que le Congo peut vouloir en matière de développement industriel, il peut le produire. Si vous prenez l'Inga, qui est le grand fleuve, mais écoutez, il est capable de toute l'Afrique subsaharienne. Il peut fournir de l'énergie. Ça veut dire que l'Afrique a des potentialités. Mais il faut les transformer. Oui, permettez-moi encore. Je vais vous dire, nous occultons souvent certaines choses. La technologie nucléaire, pourquoi nous n'avons pas accès à ça? Nous avons de l'uranium. Bien sûr. C'est l'une des autres questions que je voulais qu'on évoque aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas se lancer dans la technologie de production du nucléaire civil? Nous, on attendait que vous nous donniez la réponse, vous qui êtes là-dessus. Non, je dis c'est toujours des questions politiques. Oui, puisqu'on prend de l'uranium en Afrique pour faire de la production nucléaire dans les pays occidentaux, et l'Afrique elle-même, excepté l'Afrique du Sud, n'est pas dans le domaine du nucléaire civil. C'est les pays africains qui doivent définir leur politique et permettre qu'on avance là-dedans. Mais nous, on a la possibilité de commencer avec ce qui est sur le marché. Et donc, si vous avez affaire aux entreprises, l'entreprise ne va aller que là où il doit avoir ses parts de marché. Monsieur Tatita voulait réagir, oui. Voilà, je voulais revenir à la suite de M. Nguemo pour dire que nous n'avons pas déclaré qu'il est impossible d'obtenir de grandes puissances avec des énergies renouvelables. Tout est possible. On peut utiliser tout un village pour développer l'électricité, avoir des dizaines et des centaines de mégawatts. Qu'est-ce qu'on en fait après? Comment on récupère? Dans combien de temps on a le retour sur l'investissement? Qui est le consommateur? C'est le véritable problème. On est capable de tout. Mais après, il faut qu'il y ait un consommateur. Qui a un marché. Qui a un marché. Parce que je prends le cas du Cameroun, par exemple. Nous avons Eneo qui a l'exclusivité sur la distribution. Qui est la compagnie de distribution d'énergie électrique. Au Cameroun. À supposer que quelqu'un construise une centrale
de 500 ou de 1000 MW qu'ils mettent à la disposition de Eneo avec une concession, c'est-à-dire qu'avec un contrat d'achat, et que Eneo ne puisse pas acheter puisqu'il ne peut pas transporter dans les délais pour pouvoir revendre. Qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise ne pourra jamais s'en sortir. Donc, il faut produire en fonction des besoins. Et tout est possible. Alors, je disais justement, M. Tatita, le problème, c'est que les besoins sont là. Les besoins en énergie sont énormes. En Afrique, il y a un problème, comme vous l'avez dit, d'électrification qui est réel. On parle de plus de 70% de la population africaine qui n'a pas accès à l'électricité. On parle aussi de ce problème dans le domaine industriel. Vous avez beaucoup d'industries qui se plaignent de la qualité, déjà, de l'électricité quand cela existe, et surtout aussi de la puissance. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire en fonction du besoin, parce que je dis, il n'y a pas un continent où il y a plus de besoins que le continent africain. C'est ça que j'arrive pas à comprendre et je trouve ça un peu paradoxal. Bon, je vais reprendre le cas du Cameroun. Nous avons plusieurs barrages en construction. Il y en a qui sont presque achevés, mais on ne peut pas utiliser l'énergie. Et pourquoi on faisait les barrages? Je ne comprends pas. On ne peut pas utiliser l'énergie parce que il faut encore transporter cette énergie pour aller vers le consommateur. Et parfois, le coût du transport de cette énergie est plus élevé que le coût de construction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris en compte le transport. Mais comment on fait? Comment on fait? Mais enfin, Monsieur Ndi, je veux vous écouter sur la question. Comment on fait? On fait des barrages et on ne peut pas les exploiter parce que le transport va coûter cher. C'est quoi la solution? On est un peu perdu. Oui, ça me ramène un peu dans les cours d'hydro. En principe, il y a 3 types de barrages. Il y a des barrages pour les industries, il y a des barrages pour les développements urbains, et puis il y a des barrages à but commercial, c'est-à-dire produire quelque part et vendre ailleurs. Le cas que M. Tatissa est en train de prendre en compte, c'était des barrages pour des industries ponctuelles et locales. Donc on n'avait pas besoin systématiquement de les transporter. Malheureusement, ces barrages, comme vous dites, les investisseurs sont venus, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de l'énergie. Alors, on a mis en place de l'énergie, alors que les usines qui devraient les consommer ne sont pas encore, en fait, n'ont pas pris le pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des choses comme des éléphants blancs, pourtant qui ne sont vraiment pas des éléphants blancs. L'idée est bien, encore que c'est l'énergie renouvelable, ce qui est bien pour ça. Maintenant, dans les barrages destinés aux énergies de développement des villes, il se pose un véritable problème des infrastructures de transport. Les infrastructures de transport au Cameroun, comme dans la plupart des pays en Afrique, sont aussi vieillissants. Et ce sont des équipements qui sont à la merci des intempéries. Vous avez beau produire 100 MW à la source, si entre la source et l'utilisation, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un ci, ou il y a eu ça, ou une avarice de la sorte, ce sont les 100 MW là qui sont bloqués là-bas et qui ne seront pas consommés. Peut-être nous devions déjà penser au renouvellement de ces projets de transport. Et je pense qu'il y a une année, l'entreprise sud-africaine Eskom avait en vue de relier Johannesburg au Caire et Johannesburg au Maroc avec une grande ligne de transport. Ça rejoint maintenant ce que monsieur Takam nous disait tout à l'heure, c'est un problème de politique. Si ce projet de Eskom qui était fait, je crois, dans les années... L'idée était venue dans les années 2000, mais nous voici aujourd'hui en 2018. Eskom n'a même pas encore traversé ses frontières. Je ne sais pas s'ils sont déjà en Angola ou au Congo pour traverser l'Afrique. S'il y avait ces facilités dans le cadre de politique de l'Union africaine, je pense que les problèmes que M. Jean-Paul est en train de poser ne se poseraient pas. Parce qu'il y a une espèce d'orgueil propre pour chaque pays que non, je veux le faire de moi-même, alors qu'il y a quelqu'un qui veut faire. Et puis, si
tu peux te piquer dessus. C'est comme un chemin de fer. Justement. Le chemin de fer, le train va s'arrêter forcément dans chaque ville. Donc, si chacun ouvrait la porte à l'autre, comme mon frère, nous sommes tous africains, viens passer et peut-être on en profitera. Et peut-être aussi même les usines qui produisent et qui n'ont pas de consommateurs se grefferaient dessus pour écouler leur énergie rapidement. Ouais. Alors, M. Tatita, on va sortir là-dessus sur la question de l'impact, je disais M. Takam, autant pour moi, de l'impact de la volonté politique dans ce genre de discussion, parce que j'imagine la tête des téléspectateurs camerounais qui nous regardent ce soir quand ils se rendent compte que malgré tous les barrages qui ont été construits, le problème de délestage n'est pas réglé. Je veux dire qu'il y a quand même un problème. Est-ce que ça peut se comprendre qu'on construise des barrages sans avoir pensé à comment est-ce qu'on transporte l'énergie? Parce que j'ai envie de dire, à la limite, c'est plus important de se poser la question comment cette énergie va être distribuée que de la produire. Oui, je pense qu'en réalité, si vous prenez le cas du Cameroun spécifiquement, ces grands barrages ne sont pas destinés spécifiquement à la consommation du grand public. Oui, mais c'est plus à l'industrie. Oui. Et je pense que l'État met quand même un peu d'argent pour que les autres formes d'énergie soient développées. Il faut comprendre que sur le plan national au Cameroun et sur le plan africain, la petite hydro, c'est-à-dire que l'eau, l'hydroélectricité, ça coûte moins cher. C'est-à-dire qu'au finish, nous devions d'abord mettre l'accent sur l'hydroélectricité. Les petites, vous savez que la Suisse doit tout ce qu'elle a aujourd'hui avec la petite hydro. Son industrialisation et tout avec la petite hydro. Donc, il ne faut pas que nous simplifions ça. Il faut d'abord valoriser. Mais vous savez qu'avant tout, c'est les politiques qui nous disent voilà où il faut aller. Moi, je vous dis que nous avons mis en place 12 centrales petites hydro dans les villages. Mais écoutez, nous l'avons fait. Les politiques savent désormais que c'est faisable. Bon, maintenant, il faut amplifier. Nous avons un savoir-faire. Nous avons démontré ce que nous pouvons faire. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que les politiques sont en train de prendre, mais les politiques ne prennent pas aussi vite qu'on se serait attendu. Maintenant, vous savez aussi qu'il y a ce qu'on appelle le climat des affaires. Pour que les investisseurs viennent ici, il faut qu'ils soient certains que le climat des affaires en Afrique, ça marche. Or, en général, on a un problème en Afrique parce qu'on manque effectivement... qu'est-ce que je devais dire là les problèmes de gouvernance sont beaucoup chez nous en Afrique. Ouais. Et un peu aussi ailleurs. Hein. Pas oui, oui, mais c'est un peu plus amplifié en Afrique. Plus amplifié, on est très subjectif en Afrique. On est adepte de la petite corruption. Exactement. Et donc, c'est ça. Les investisseurs, ils ont peur aussi de venir chez nous. Parce que si nous voulons les capoter, il y a deux choses. Ou nous essayons d'avoir une politique qui va permettre aux Camerounais d'être riches, aux Africains d'accumuler les richesses, parce que vous voyez que tout le monde est en train de courir vers l'Afrique. Même si nous disons que nous n'avons pas d'énergie, c'est en fait parce que les investisseurs n'ont pas encore décidé. Oui. Mais le jour où ils vont décider, comme ils le font, nous sommes déjà 2 milliards et je puis vous dire que ça ne va pas tarder pour qu'ils viennent, parce qu'on est un grand marché. Mais le problème de l'Afrique, c'est que les Africains risquent d'être des esclaves chez eux. Ça veut dire que les autres vont venir ici, ils vont jouer sur le nombre, ils vont tirer tout ce que, contrairement aux Chinois, c'est aujourd'hui eux qui gagnent. Ils ont fabriqué des milliers de milliardaires qui vont acheter des choses en Europe, aux États-Unis et tout ça. L'Afrique a perdu tout ça. Et si nous ne faisons pas attention, demain, lorsque l'Afrique va se lever, nous serons des esclaves encore dans une nous. Forme d'esclavage. Alors, je veux qu'on sorte là-dessus, sur cette première partie de l'émission, sur un débat, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, c'est de savoir, est-ce que vous pensez honnêtement que ceux qui gagnent le plus dans la production des énergies fossiles vont se laisser faire? Très honnêtement, on voit des grands groupes qui sont aujourd'hui dans une politique de réorientation, mais on n'est pas dupe. Comme vous avez dit, le pétrole a encore de belles années devant elle, etc. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils vont se laisser faire? Parce que là, on est en train d'attaquer des questions notamment liées à l'environnement, à notre sécurité. Est-ce que les grandes industries nucléaires comme Areva, est-ce que Total, etc. vont se laisser faire? Parce que dire qu'on abandonne de manière globale les énergies fossiles, ça représente aussi une menace pour eux, même si on peut penser à une réorientation. Oui, monsieur Ndi. Oui, je voudrais vous rassurer que ces industries-là ne sont pas des autruches qui se cachent la tête et qui pensent que, quand ils ne voient pas le monde, ils pensent qu'on ne les voit pas. Non. Et contrairement aussi, ils voient le monde
et ils savent où aller. Je me souviens l'incident de BP Solar qui a eu, non, de British Petroleum, oui, qui a eu aux États-Unis. À partir de cet instant, j'avais compris que ces grands groupes du fossile ont déjà fait des grands pas dans le renouvelable. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, le fossile va s'épuiser. Et comme ils sont une entreprise d'énergie, ils vont remettre dans le produit de leur recherche et développement sur lequel ils sont en train de travailler aujourd'hui. Si vous ne voyez pas Total s'investit beaucoup dans l'énergie solaire, beaucoup plus cette année, ils ont commencé effectivement. Ils sont déjà, donc ça serait seulement une transition pour eux. Ce n'est même pas une bataille. Dans tous les cas, dans 50 ans, il y a déjà des perspectives qui disaient que dans 50 ans, le carburant, si ça ne finit pas, ça va quand même baisser de moitié ou bien du 3/4 parti. Mais en ce moment, il y aura déjà une relance du renouvelable. Vous nous donnez là une belle transition pour la deuxième partie de cette émission. Madame, monsieur, nous marquons une pause. Et dans cette deuxième partie, nous allons venir parler de la place de l'Afrique, justement, dans les énergies renouvelables, ce que l'Afrique devrait faire. Comme disaient nos invités, il semble que c'est une véritable opportunité, mais seulement avons-nous conscience. Nous revenons pour en parler. De retour pour la seconde partie de cette émission de l'intelligence du monde consacrée aux énergies renouvelables. Alors nous revenons, M. Nguemo, pour parler de l'Afrique et des énergies renouvelables. On a effectivement dans la première partie commencé à évoquer un peu cet aspect, mais je voudrais que dans cette partie on insiste vraiment sur l'aspect potentialité. Ça veut dire que vous nous avez dit que c'est une réelle opportunité pour l'Afrique. Il faut nous dire en quoi concrètement? Oui, c'est une énorme opportunité pour l'Afrique. Déjà, par sa position géographique. Si on compare l'Afrique avec le reste du monde, particulièrement l'Europe, et disons particulièrement l'Allemagne, on se rend compte que l'Allemagne est un pays pas du tout ensoleillé, avec un petit bassin hydraulique. D'accord? Et comme on l'a dit précédemment, on a compris que les grands groupes, s'ils commencent à s'intéresser aux énergies renouvelables, ce n'est pas forcément pour le changement climatique. C'est d'abord une réelle politique. Ils comprennent qu'il y a un épuisement d'énergie fossile et que déjà il faut préparer le lendemain. Et ce lendemain est déjà chez nous. Nous avons le Sahara, comme on a vu par exemple, qui a un potentiel énorme. Les Européens veulent venir faire un projet Desertec. C'est un projet où ils veulent produire de l'énergie en Afrique pour ramener chez eux en Europe. Donc, on prend le potentiel qui se trouve dans notre sol. Deuxièmement, il y a, comme je disais précédemment, le potentiel hydro. On a un énorme potentiel hydro en termes de rivières, en termes de fleuves, hein, et qui est totalement sous-exploité. Je crois que c'est à 3% d'exploitation. Alors que si on prend des pays comme la Suisse, des pays comme la Turquie, pour lesquels j'ai eu les données, ils sont à 99% de l'exploitation de leur potentiel dans l'hydroélectricité. Vous comprenez que l'avenir du renouvelable se trouve automatiquement en Afrique parce que les ressources y sont. Et il faudrait surtout que ça n'échappe pas aux Africains. Mais comment faire alors pour que ça n'échappe pas aux Africains? C'est la grande question. Parce qu'il y a des experts comme vous, M. Takam, vous nous dites que c'est une opportunité à saisir. Vous avez fini par me convertir, j'y crois. Maintenant, comment on fait? Parce que sinon, on se retrouve dans la situation où nous avons le soleil. On peut manquer de tout en Afrique, sauf le soleil. Nous avons de l'eau. C'est l'avenir en matière d'énergie. Mais c'est peut-être les autres qui viendront récupérer notre soleil, récupérer notre eau, pour produire de l'énergie et nous revendre. Déjà, s'alimenter eux et nous revendre les reliquats. C'est le danger qui nous guette et c'est ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Comme j'ai dit, il y a 3 niveaux. Le niveau politique, il faut que les politiques se rendent compte de là où on est en train de partir, de la géostratégie dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Afrique veut devenir demain? Si les politiques ont bien pensé les choses, on peut mettre en place vraiment des cadres qui vont faire exploser les choses. N'oubliez pas que si vous allez au niveau de l'OAPI aujourd'hui, dans les 14 pays africains de l'OAPI, vous allez voir qu'il y a plein de brevets en matière de production d'énergie renouvelable. Vous allez trouver des choses que vous ne vous imaginez pas. Mais quelle est la politique des pays africains en matière de soutien au développement des technologies, des énergies renouvelables? Presque pas, puisque les politiques même
Combien de pays ont des politiques? Peut-être on peut en trouver au Sénégal, peut-être un peu au Mali, peut-être au Maroc, mais très peu de pays en ont. Donc, avec ça, vous ne pouvez pas attendre mieux. Maintenant, les questions de financement. Les questions de financement, comme j'ai dit, on peut mobiliser l'argent au niveau international. C'est possible de mobiliser l'argent au niveau international, mais on peut aussi fabriquer l'argent au niveau national. Parce que, comme j'ai dit, l'Afrique a décidé d'orienter sa transformation structurelle dans l'agro-industrie. Alors, déjà, on peut, à travers l'agro-industrie, avoir de l'argent. C'est-à-dire que rendre des gens... Parce qu'il faut qu'on ait aussi dans la tête... Regardez, si on a des milliardaires ici, chez nous, eux, ils pourront aussi le faire. Mais c'est à nous de décider. S'il faut que les marchés, tous les marchés, on les donne aux étrangers, on n'aura jamais l'argent pour notre développement. Donc vous pensez que l'une des solutions, c'est que les pays africains décident de fabriquer des véritables champions, des véritables capitaines d'industrie africains, qui, eux, pourront effectivement mettre le fruit de leur richesse dans les énergies renouvelables. C'est une décision politique, simplement. Vous avez la RDC. La RDC, moi j'ai été en RDC, j'ai été en Madagascar même pour former les experts malgaches. Dans la petite hydro, aujourd'hui, on voit que ça porte beaucoup de fruits. Donc, rien ne manque à l'Afrique. C'est à l'Afrique de penser, c'est aux enfants de penser. Et, excusez-moi, je pense aussi que si les Africains commencent à comprendre qu'ils peuvent, c'est un rêve, c'est peut-être un peu naïf, mais nous n'allons pas continuer à nous segmenter comme on nous segmente. Nous avons, par exemple, à côté de nous, un pays comme la Guinée équatoriale, qui produit beaucoup d'électricité. Son excédent peut être utilisé au Cameroun. Le Cameroun peut produire des excédents que le Nigeria utilise. Que le Tchad qui a tant besoin. Donc, écoutez, c'est qu'on se mette ensemble. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel en termes de ressources, mais en termes aussi de ressources humaines. Il y en a. Donc, ce n'est pas ça qui manque. Enfin, ce qui manque le plus, c'est l'argent. C'est l'argent et le politique. Et la politique. Et la volonté politique. La volonté politique. Mettre une vraie politique du développement des énergies renouvelables. Et j'insiste sur le développement des technologies et le transfert. Parce qu'il faut savoir que la Chine achète les brevets et les transmet à ses entreprises. Et dit, gars, allez-y. Et qui est le premier à commander ce que les Chinois font? C'est l'État chinois. Vous vous trompez, il continue à financer parce que vous savez, dans le financement, il y a cette partie qu'on appelle the valley of the death. C'est-à-dire que c'est la vallée de la mort. La vallée de la mort, aucune entreprise privée ne va accepter. C'est-à-dire que vous avez déjà produit le prototype. Maintenant, il faut le tester. C'est l'État qui doit commander. Parce que l'État seul peut courir ce risque-là. Et c'est quand c'est confirmé que le secteur privé va passer des commandes. Donc, l'État doit mettre de l'argent aussi pour ça. Prendre des risques, encourager cette politique-là. Et c'est ça que les Chinois font aujourd'hui. Monsieur Ndi voulait réagir sur cette question. Oui, je vous entends dire qu'il manque de financement. Le malheur de l'Afrique, c'est que l'Afrique est trop fragmentée en petit État orgueilleux. Si je prenais le cas du Cameroun, on a du mal à développer le renouvelable parce qu'on n'a pas présenté des projets à la hauteur des fonds disponibles. Quand vous allez vers des financiers et que vous n'avez pas un projet qui fait 100 millions de dollars, ils ne s'intéressent pas à vous. Mais si l'Afrique pouvait se présenter, prenons le cas de l'UDEAC, le marché de l'UDEAC. La CEMAC aujourd'hui. La CEMAC aujourd'hui, excusez-moi. Jusqu'à là, c'est même pas un marché, parce que la CEMAC, c'est quoi, 30 millions d'habitants. C'est pas déjà grave. C'est à peine une ville chinoise. Voilà, c'est pas déjà grave. Mais avec ça, on peut solliciter, on peut rechercher des fonds à la hauteur de 1 milliard de dollars, et on trouvera facilement, et on implémentera ça facilement. On va maintenant se retrouver avec nos problèmes de fiscalité, ces petits querelles qui nous divisent là. Par exemple, vous avez fait un business plan sur un taux de TVA d'un certain montant, mais quand vous voulez traverser dans la même zone CEMAC, quand vous dites vous voulez circuler librement, on vous dit non, payez encore la douane, ça freine ce développement. Alors qu'il y a des fonds, je suis en train de vous dire qu'il y a des fonds parce que nous travaillons sur des projets où, malheureusement pour le petit cas que nous avons pris ne faisait pas plus de 100 millions de dollars, alors les gars n'étaient pas intéressés. Et pourtant,
Si nous avions multiplié ces cas-là par 6 ou par 10 selon la superficie de l'UDEC, on aurait trouvé ces fonds-là. Et ces fonds, ce n'est pas pour aller rechercher les ressources humaines à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui devons développer ce projet. Et c'est nous-mêmes qui devions consommer cette énergie. Et ça veut dire que nous allons avoir le début et la fin du projet. Si bien que le mystère que l'on se dit que et l'Afrique dans tout ça, c'est parce que oui, nous n'avons pas les fonds, mais les fonds existent. On peut aller les chercher, on peut avoir des fonds aussi qui reviennent en local, parce que M. Takam parlait des milliardaires, il y en a déjà quelques-uns. On pourrait déjà s'appuyer sur eux. J'aime souvent apprendre l'exemple de l'Africain le plus riche, Aliko Dangote, qui a plus du double de la fortune de Vincent Bolloré, mais qui n'est pas suffisamment exploité. Est-ce que si on lui présente un bon projet dans le domaine du renouvelable avec un vrai marché, pas des micro-marchés, il a déjà lancé un projet de 100 MW avec son État du Nigeria, où en solaire, du solaire photovoltaïque. Bon, vous voyez, quand c'est un individu qui fait ça, malheureusement, il ne le fait que pour son État et pour son pays. S'il avait vu grand. Si on l'amenait à voir grand, moi je suis sûr qu'il voit grand, parce qu'on n'arrive pas où il est si on ne voit pas grand. Maintenant, je pense qu'il y a un réel problème, et je voulais voir avec vous, M. Nguemo, c'est celui de l'intégration, parce que quand j'entends M. Takam et M. Nzi parler, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'intégration qu'on voit justement uniquement sur l'angle politique est un vrai frein au niveau économique. Tout à fait. Elle est primordiale, cette intégration. Elle est fondamentale. L'Europe l'a compris, l'Europe s'est unie. Je ne comprends pas comment on peut faire, l'Europe peut se réunir et que l'Afrique ne se réunisse pas. Même la CEMAC, même la sous-région d'Afrique centrale n'arrive pas à faire une entité. Et c'est là le drame, c'est là où le bas blesse. Et on pourrait... Vous, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Alors on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais vous nous dites que ça fait pratiquement 22 ans que vous y travaillez. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable? Bon, les énergies renouvelables, en réalité, ça s'oppose un peu aux énergies fossiles. Ça veut dire que ça peut se renouveler. C'est-à-dire que si vous faites un bon usage, par exemple de l'eau, qui est la source de l'électricité hydro, effectivement, l'eau ne va pas finir. Si vous avez compris, par exemple, que l'eau dépend de l'infiltration de l'eau de pluie, par exemple, dans le sol, vous comprenez qu'il faut favoriser cette infiltration. Et donc, vous allez maintenir les bassins versants, ce qui fait que, par exemple, les problèmes qu'on a souvent en saison sèche, parce que on a des coupures d'électricité dues au fait qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Il n'y a plus assez d'eau. Voilà. Donc, il faut résoudre ça à la source. Ce n'est pas, la magie. Il faut simplement travailler au niveau des bassins versants et en plantant les arbres, en permettant que l'infiltration soit beaucoup plus grande. La deuxième chose, c'est la deuxième source, par exemple, on peut citer le solaire. Donc, vous voyez, le solaire, lui, il ne tarit jamais. Le vent ne tarit jamais. Il est là. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, il faut donc comprendre que c'est quelque chose qui s'oppose. Parce que le pétrole que nous enlevons dans le sous-sol peut finir demain. Va finir, parce que c'est une source épuisable, le pétrole. Oui, je veux nuancer un peu parce que c'est vrai, ça va finir, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont programmé la mort du pétrole, mais aujourd'hui, on découvre de plus en plus de puits. Donc, je veux dire finalement, ce n'est pas si périssable que ça, le pétrole. En tout cas, les grands jours, le pétrole a encore des grands jours devant lui. D'accord. Alors, M. Nguemo, avec vous, on parle d'énergie renouvelable. On a très bien compris que c'est en opposition aux énergies dites fossiles qui sont, elles, présentées comme dangereuses pour l'environnement principalement. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les énergies fossiles, principalement? Oui, dans les énergies fossiles, en général, il y a le pétrole qu'on connaît, il y a l'uranium qu'on connaît et il y a le charbon. Le charbon. Donc, toutes ces sources d'énergie, on l'a bien compris, sont épuisables. Parce que c'est des choses qu'on retire dans le sol. Et on a vu déjà dans plusieurs sites ont arrêté la production parce qu'il n'y avait plus de ces ressources dans le sol. Comme M. Takam disait, on en découvre. Oui, on en découvre de nouveau. On comprend que c'est aléatoire. Voilà. Si on en découvre, c'est aléatoire. On en découvre, on ne peut plus en découvrir. Et on a vu que les coûts sont de plus en plus élevés. Et certains pays qui étaient producteurs ne sont plus producteurs. Et donc, on ne peut pas tabler sur quelque chose qui est aussi hasardeux.
Donc pour nous, avec ce il a donné toute la définition de ce qui est renouvelé, parce que le soleil est indéfini tant que le monde existe, on aura sur le soleil. De même pour l'eau, de même pour les arbres si on peut les planter. Donc déjà, par leur nature, on comprend qu'il vaudrait mieux tabler sur du durable que sur de l'incertain. D'accord. Voilà. Alors, M. Tatita, il y a un gros débat qui s'ouvre sur justement ces énergies renouvelables. Est-ce qu'on a des normes? Parce que cette émission est quand même consacrée à la norme. Est-ce qu'il y a des normes dans le secteur des énergies renouvelables? Si oui, quelles sont-elles? Je crois que jusqu'à présent, ici en Afrique, nous n'avons pas encore de normes qui régissent les énergies renouvelables. Jusqu'à présent, nous essayons d'utiliser les normes françaises. Ouais. Qui s'impose à nous, ce qui est un paradoxe. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'appropriation de cette technologie-là par l'Afrique en essayant elle-même de créer son cadre normatif? C'est vrai que l'Afrique peut s'inspirer des normes françaises pour élaborer des normes qui correspondent à notre environnement et à nos besoins en énergie renouvelable. D'accord. Parce que, M. Takam, je pose la question parce qu'on ne peut pas s'inspirer des normes françaises, puisque déjà, si l'énergie renouvelable s'appuie en partie sur le climat, on n'a pas le même climat, par exemple. Est-ce que ces normes-là sont transposables? Ça, c'est la question que je voudrais vous poser. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, la NOR a commencé depuis un peu plus d'1 an à penser à ce problème de normes. La NOR, c'est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun. Tout à fait, au Cameroun, pour oui. nos téléspectateurs, La NOR a déjà commencé à penser à ça. Et je pense que j'ai été contacté plusieurs fois pour ça aussi. Ce que je veux donc dire, c'est que nous devons développer nos propres normes. Mais comme vous savez qu'on ne réinvente pas la roue, néanmoins, on va s'inspirer de ce que les autres ont déjà fait et on va adapter à notre contexte pour qu'en fait, on ait quelque chose qui marche. Mais en réalité aussi, il faut dire qu'on ne va pas mettre la barre très haute parce que les autres aussi, ils ont commencé tout bas. Si vous mettez la barre très haute, vous allez vous bloquer. Donc, il faut essayer de voir par où on commence et progressivement, on va tendre vers les normes ISO, par exemple, qui sont internationalement reconnues aujourd'hui. Mais il faut savoir aller doucement et savoir reconnaître que de temps en temps aussi, il faut se tromper parce que quand vous parlez aujourd'hui de chinoiserie, quand vous regardez, mais vous voyez que la Chine produit à plusieurs vitesses. Donc, ils ont compris qu'au début, il faut faire quelque chose. L'essentiel, c'est de commencer et puis on rentre dans les normes. Si je veux conquérir le marché européen, je comprends que ce n'est pas les mêmes normes au Cameroun et donc progressivement, je vais avancer pour quelque chose qui sera universel. D'accord. Alors, M. Ndi, parlez-nous un peu des avantages des énergies renouvelables, parce que vous êtes aujourd'hui comme l'un des chancres de cette forme d'énergie. C'est quoi les avantages par rapport, premièrement, à l'environnement et même au niveau de l'économie? Qu'est-ce qu'on gagne à changer la manière dont on produit de l'énergie aujourd'hui? Bon, le premier avantage que nous avons dans les énergies renouvelables, c'est que elle est là, à côté de vous, en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Mais nous l'avons sur plusieurs formes. Vous l'avez déjà cité, l'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique. Il se trouve que nous voulons toujours calquer de ce qui est en Europe. Par exemple, vous parliez des normes tout à l'heure. Si un Camerounais ou un Africain venait à fabriquer une voiture, on dira, c'est quoi ça? Et par contre, c'est quelqu'un qui a commencé quelque part avant qu'on connaisse toutes ces voitures. Alors, si nous pouvions déjà capitaliser la surface de notre toiture pour mettre des panneaux solaires et générer une énergie qui serait très largement supérieure aux besoins de cet habitacle dans lequel nous sommes. De deux, si nous pouvons, les cours d'eau qui passent, oui, on les trouve souvent très petits. Mais attention, vous vous souvenez souvent qu'en Afrique, on parle souvent d'inondation. On n'est pas inondé. En fait, les dégâts d'inondation ne viennent pas des cieux. C'est ceux qui tombent, qui coulent. Vous voyez, tous ces fleuves qui coulent derrière nous ont un potentiel. Donc, si on pouvait déjà capitaliser en mettant des espèces de petites turbines. Plus tard, je vais encore développer une astuce que nous pouvons utiliser. Je vais tout droit au but. Je prends par exemple, quand les Européens vous fabriquent un groupe électrogène est constitué de deux parties. La première partie, c'est son moteur,
qui fait tourner la deuxième partie qui est un alternateur. L'Africain se permet de retirer de l'argent pour acheter du carburant, pour faire tourner le moteur. Alors que l'Africain ingénieur substituerait ce moteur par une canne et qu'il allait la placer dans une rivière dont la force du courant d'eau ferait tourner son moteur. Bon, là, on va rentrer dans les normes. Ça va produire un courant, par exemple, qui n'est pas de 50 S, mais si ça peut faire allumer une lampe incandescente, où est le problème? Si ça peut faire tourner le moulin qui écrase les produits du maïs, où est le problème? Le problème, c'est que l'Africain veut toujours se calquer à quelque chose d'existant. Vous avez bien posé le problème de normes. Il faut bien qu'on se lève un matin, on se dit trop c'est trop, nous allons commencer pour nous. Nous pouvons fixer nos propres normes. Je voudrais avoir l'avis de M. Nguemo là-dessus, parce que ce que M. Ndi est assez pertinent, et c'est pour ça que je posais la question. On a l'impression qu'en Afrique, on reste et on attend que les autres prescrivent, définissent le cadre, et nous on suit, même quand cela est en totale inadéquation avec nos réalités quotidiennes. Oui, je crois qu'on n'a pas à attendre totalement de l'Europe. On a des choses à attendre, mais il y a des choses qu'on peut initier de nous-mêmes. Et comme il vient de le dire, il y a des grandes centrales, comme on a vu tantôt, des grandes centrales, qu'est-ce qu'on dit encore Hydroélectriques. Non, hydrothermique. On ne fait pas centrales nucléaires, des grandes centrales nucléaires et ainsi. Or, je crois justement que les énergies renouvelables nous donnent une possibilité aujourd'hui, avec leur développement, avec leurs technologies qui sont de plus en plus maîtrisées par les Africains eux-mêmes, par nous qui sommes assis sur le plateau, nous donnent les possibilités de démarrer quelque chose de nouveau qui sont propres à nous-mêmes. Mais alors, est-ce que ces technologies, ces nouvelles énergies n'ont pas de limites? Parce que vous, peut-être que vous êtes mal placé pour parler des limites parce que vous êtes des militants de cette énergie-là, mais est-ce qu'objectivement, il n'y a pas de limites? Je vais répondre tout de suite. Oui. Commençons par nos besoins. Quels sont nos besoins? Où en sommes-nous pour savoir où est-ce qu'on peut aller avec cette énergie? Comprenons que l'Afrique est le pays qui a le moins d'électricité dans le monde. Le continent. Le continent africain. C'est vrai qu'on rêve qu'il soit un pays, mais on en est encore loin. Le continent africain représente 15% de la population mondiale, avec seulement 3% de la consommation d'électricité. Le continent africain, dans le continent africain, il y a 40% de taux d'électrification de manière globale, en tenant compte du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Et 23% d'électrification dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il y a plus de 70 personnes dans les zones rurales qui vivent sans électricité en Afrique. Et aujourd'hui, les experts montrent qu'en 2030, la moitié de la population mondiale vivant sans électricité va se retrouver en Afrique. C'est ça le grand problème. Comment résoudre ça? Parce qu'on parle de développement, c'est d'abord la qualité de vie. Alors, comment donner une bonne qualité de vie à nos populations qui vivent sans électricité? On voit bien l'impact de l'électricité dans tous les autres secteurs, dans l'éducation, dans la santé, dans les communications et télécommunications, dans la production même agricole, dans l'agriculture, ainsi de suite. Donc, tous les secteurs sont liés à l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Voilà. Or, on se rend compte donc que tous à côté de nous, avec nos petites rivières, avec le soleil qui se trouve partout en Afrique, on a le plus grand réseau mondial ici en Afrique, du réseau hydrographique. Or, malheureusement, avec la République démocratique du Congo qui a le plus important réseau hydraulique, enfin le plus grand réseau hydraulique, suivi du Cameroun. Suivi du Cameroun. Voilà. Notre drame, entendons-nous bien, notre drame c'est qu'on attend les investisseurs européens qui eux ne s'intéressent qu'aux grands barrages. Or, lorsqu'on produit même ces électricités dans les grands barrages, pour les transporter dans les petits villages, c'est nul. Pourquoi? Parce que le coût de transport est énorme. La conséquence, c'est que nos villages resteront toujours sans électricité parce que ces grands investisseurs étrangers ne s'intéressent pas à nos petites rivières. Donc, il revient à nous-mêmes qui sommes là, ici en Afrique, de faire ce développement. Donc, c'est à portée de main. Et ça, ce sont des énergies renouvelables par nos rivières, par nos arbres, et puis par notre soleil. Donc, et tout ça, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons accès à cette technologie que nous pouvons la développer par nous-mêmes, produire jusqu'aux éléments de nous-mêmes. Voilà. Alors, M. Takam, est-ce que les énergies renouvelables s'opposent forcément aux énergies fossiles? Est-ce qu'on ne peut pas penser à une solution où on ne mécontenterait pas quelqu'un, on ferait un peu de deux? Je pose la question parce que je voudrais qu'on revienne sur ce que j'ai appelé les limites des énergies renouvelables. Est-ce qu'avec ces nouvelles énergies-là, on peut effectivement créer des véritables industries dans le continent africain?
Merci. Je voudrais d'abord faire remarquer que le monde aujourd'hui court derrière ce qu'on appelle les changements climatiques, c'est-à-dire que réduire les gaz à effet de serre qui sont en général produites par les énergies fossiles. Mais il faut dire que la barrière entre énergie fossile et énergie renouvelable ou entre l'industrialisation et les énergies renouvelables, c'est une question de technologie simplement. Parce que vous prenez le soleil par exemple. Vous savez, dépendant de la technologie que vous avez, si vous prenez seulement du photovoltaïque, ce sera difficile. Mais si vous prenez le soleil avec concentration, les tubes à concentration, vous pouvez produire des milliers et des milliers de mégas ou des gigas. Et je pense que l'Europe a un projet comme ça avec le Sahara. C'est simplement pour vous dire que le Sahara, c'est une source d'énergie indéfinie pour l'Afrique. C'est une chance même pour l'Afrique. Maintenant, c'est une question d'accès à la technologie. Est-ce que effectivement, nous avons sur le plan africain des politiques de développement des technologies? Moi, je me souviens très bien que nous avons commencé, c'était avec la Banque mondiale il y a quelques années. Bon, ben, écoutez, tout le monde nous disait, ça c'est une vieille technologie que vous apportez. Mais nous, on leur expliquait ça. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Au sommet de cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous parlons des énergies renouvelables ce soir et nous sommes toujours dans la série consacrée à la norme. Et comme chaque émission, nous avons 4 invités, 4 experts du domaine avec qui nous allons essayer de comprendre ce que sont les énergies renouvelables et surtout quelle est la place que l'Afrique doit accorder à cette nouvelle forme d'énergie. Et je vais présenter nos invités. Je vais commencer par ma gauche, par monsieur Jean-Paul Tatitsa. Monsieur Tatitsa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de SATET Group. Je présume que c'est un groupe qui fait dans de l'énergie renouvelable. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu brièvement, SATET Group? SATET Group, c'est SATET Group, c'est une société c'est un groupe d'ingénieurs qui est divisé en plusieurs départements. Donc, il y a un département de génie électrique, un département d'informatique, un département de l'électronique. D'accord. Et donc, dans ces 3 grands départements, le département de génie électrique travaille sur les solutions de transport d'énergie, de protection contre la foudre, et essaie de développer des solutions pour l'implémentation des énergies renouvelables. Il y a aussi une petite sous-direction qui travaille qui fait des recherches sur des énergies renouvelables. D'accord. Bon, le deuxième département, qui est celui de l'électronique, développe des solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, de périmétrie, télémétrie et qu'est-ce que je dirais? Enfin, c'est de l'électronique. Voilà, c'est de l'électronique. Voilà. Donc, on a des solutions de contrôle d'accès, on a des solutions de télésurveillance, vidéosurveillance, de périmétrie, de télémétrie. D'accord. Et on développe aussi des applications pour gérer des automatismes. D'accord. Parfait. On aura l'occasion avec vous de revenir effectivement sur un des pans de votre activité, à savoir les énergies renouvelables. J'accueille en face de vous monsieur Eric Ndi, qui est de Solaire Mobile. Monsieur Ndi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Solaire Mobile, c'est de l'énergie solaire, forcément. Oui. Je voudrais d'abord dire bonsoir aux grands téléspectateurs de Vox Africa qui nous écoutent à travers l'Afrique. Et je vous remercie de nous donner cette occasion de parler de cette chance qui est donnée à l'Afrique de se développer non plus à travers des énergies classiques comme on connaissait par le passé, mais des énergies nouvelles et renouvelables qui nous sont à la portée de la main. J'aime souvent dire sur la tête. Alors, c'est une opportunité. Oui. En tout cas, on aura l'occasion, le temps dans ce débat d'en parler longuement. J'accueille notre 3e invité, c'est M. Joseph Nguemo, qui lui est de SNG Technologies. M. Nguemo, bonsoir. Bonsoir, M. Lomché. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ok, c'était un grand plaisir pour nous. Ouais.
Donc, je présente SNG Technologies et Hydrosolaris, dont je suis directeur général. Nous sommes totalement focalisés sur l'énergie, sur la production de l'électricité, parce que nous avons compris que le défi majeur de l'Afrique à l'heure actuelle, c'est bien le défi de l'électricité. Tant l'électricité impacte tous les autres domaines de notre vie et c'est l'élément clé pour pouvoir amorcer notre développement. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Notre dernier invité, c'est M. Michel Tekam, qui lui est expert en énergie renouvelable et croissance verte. M. Tekam, bonsoir. Bonsoir, M. Ndompié. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions de nous donner cette possibilité de pouvoir faire savoir ce que nous faisons. Et je vais directement dire que je viens de ADIT. ADIT, justement, voilà. ADIT, c'est en fait ce qu'on appelle une ONG qui est basée à Bafoussam et depuis 22 ans qui essaye de faire la promotion des énergies renouvelables. En grande partie, nous travaillons avec l'hydro. On a aussi une partie sur le solaire, une partie sur la petite éolienne et le biogaz. Voilà, nous faisons la promotion de tout ça. Et surtout, nous essayons de relier tout ça aux problèmes de développement local, aux problèmes de climat. Et ensuite, de plus en plus, nous évoluons vers l'intelligence artificielle associée à tout ça. Ah, d'accord. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Comme de tradition dans cette émission, nous allons planter le décor avec un reportage que signe FTT Médier sur une forme de comparaison entre les énergies dites renouvelables et les énergies fossiles. Et nous revenons sur le plateau pour en parler avec nos invités, bien sûr. Le continent africain doit aujourd'hui faire face aux enjeux énergétiques et environnementaux, alors même que de nombreuses problématiques de développement restent encore à résoudre pour atteindre les objectifs du millénaire. L'énergie n'est pas un luxe pour les Africains, elle est indispensable à l'amélioration du bien-être. Cependant, encore faudrait-il que ce bien-être soit soucieux de l'environnement dans lequel évoluent plus d'1 milliard d'Africains. L'enjeu de la transition énergétique est donc à la fois de répondre aux besoins énergétiques en forte croissance et de ne pas aggraver les impacts sur l'environnement, notamment les gaz à effet de serre, tout en étant compétitif grâce à la maîtrise de la consommation d'énergie, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et la diversité du mix énergétique vers les énergies renouvelables. Justement, l'Afrique semble avoir pris conscience et pris le virage des énergies renouvelables. Une solution à la fois pratique et peu coûteuse. En 4 années seulement, les capacités du solaire installées sur le continent ont quadruplé, tandis que les investissements privés dans le secteur ont été multipliés par 10 entre 2009 et 2014, avec plus de 350 projets en cours de développement. Mais jusqu'ici, les résultats restent insuffisants, avec des productions comprises entre seulement 10 et 100 MW. Il est donc nécessaire de créer les conditions pour que les dimensions transversales du développement, telles que les problématiques de l'énergie et du changement climatique, longtemps négligées dans la planification locale, deviennent de véritables leviers du développement endogène dans les prises de décision. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde. Alors, M. Tekam, je commence par vous. Ça donne quand même de l'électricité. Aujourd'hui, si je prends la petite hydro, en quelques années, nous avons pu faire 12 sites hydro dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'ouest. Et vous avez des villages entiers qui fonctionnent avec ce que nous avons fait, avec des très petits moyens. Et aujourd'hui, vous parlez de 12 sites. Aujourd'hui, quand on parle des énergies renouvelables, c'est comme si c'était nouveau. Je vous dis, ça fait 22 ans que nous travaillons là-dessus. Et si vous avez la chance, hein, vous êtes une unité de communication, on pourrait aller faire des reportages sur le terrain pour que vous voyez ce que nous faisons. Donc ça, c'est de la réalité. Nous avons des unités solaires qui sont en fonctionnement. Nous avons du biogaz qui est en fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons aussi travaillé sur les biocarburants, parce que les biocarburants peuvent aussi être une opportunité. Pourvu qu'on intègre ça, n'est-ce pas, en tenant compte aussi des besoins en nutrition du pays et en même temps qu'on tienne aussi compte du traitement des déchets, parce que le traitement des déchets, c'est toujours quelque chose d'important. Et je vais vous dire, les déchets, c'est aussi une grande source d'énergie renouvelable. Donc, en réalité, il n'y a pas une grande opposition, les limites sont technologiques simplement. Et il faut mettre en place aussi, vous savez, en amont, il y a ce qu'on appelle les politiques. Il faut que sur le plan national,
il y ait des politiques, il y ait des institutions qui soient prêtes à porter, parce que si vous voulez avancer, il faut certainement les aspects liés aux finances. Et l'accès au financement, effectivement, on peut mobiliser des financements internes, mais on aura certainement besoin du financement extérieur, et ce financement ne viendra que si le cadre institutionnel et réglementaire est solide. Est préparé. Alors, Monsieur Tatita, on veut effectivement avancer. Il y a ce problème technologique qui est posé, mais j'ai envie de dire il y a aussi une réalité qui s'impose au continent africain. Moi, je prends par exemple, aujourd'hui, on demande à l'Afrique de faire des efforts pour préserver l'environnement. On sait bien que l'Afrique est le continent le moins pollueur, on est le continent qui produisons le moins d'énergie nocive, mais on se retrouve aujourd'hui dans une posture où, sous coup de lobbying aussi international, on nous pousse à aller vers l'énergie renouvelable. Je veux bien, mais ça a un coût, les énergies renouvelables. Est-ce que nous avons la capacité de faire rapidement ce bond pour pouvoir transformer ces énergies-là en énergie à même de soutenir notre besoin d'industrialisation? C'est à ce niveau que je pense que se trouve le problème. Voilà. Moi, je pense que, comme disait M. Takam, c'est un problème de technologie. C'est-à-dire que la différence est technologique. Elle n'est pas là aujourd'hui, la technologie. On a besoin d'avoir des grandes industries. On n'a pas la technologie pour transformer le renouvelable tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne fait pas du fossile comme les autres? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau dire ce que vous voulez, la Chine continue à fonctionner au charbon, comme les États-Unis, etc. C'est les plus gros pollueurs. Ils donnent un peu d'argent pour parfois se donner bonne conscience pour développer les énergies renouvelables. Mais la réalité, c'est qu'ils continuent à produire énormément du fossile parce qu'ils en ont besoin pour leurs industries. Mais nous, on n'a pas la technologie pour rapidement transformer le renouvelable en potentiel énergie industrielle. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je pense que l'Afrique a deux problèmes. Le premier problème de l'Afrique, c'est la disponibilité de l'électricité. Aujourd'hui, on essaie de développer des énergies renouvelables à petite échelle, dans des petites localités, dans des régions, parce qu'on a ce souci de disponibilité d'électricité. Et donc, le souci qu'on a jusqu'ici, c'est qu'on n'a pas la technologie pour produire du soleil à grande échelle ou alors à des puissances assez élevées. Mais dans un premier temps, on a quand même besoin de la petite puissance produite par les petites centrales que nous faisons pour permettre aux villages de se développer. Oui, d'avoir de l'électricité, pas de se développer. Parce que pour se développer, il faudra beaucoup plus. Voilà. Pour avoir, l'Afrique a d'abord le problème de l'électrification. Ouais. Et donc, vu les coûts de transport des énergies fossiles, des énergies hydrauliques, parce que parfois la distance entre les points de production et les points de consommation sont assez longues, et donc le coût du transport est assez élevé. Et donc, pour résoudre le problème en attendant de trouver des solutions, on construit des petites centrales photovoltaïques ou alors des mini-centrales hydrauliques ou des mini-centrales à gaz ou des centrales thermiques, comme on voit dans la plupart des villes africaines. Mais tout ça à une échelle très réduite, juste pour donner de l'électricité aux gens. Moi, j'insiste sur ma question, M. Ndi, c'est la question de l'industrie. Si aujourd'hui, on veut être des grands producteurs d'automobiles, on veut être des grands producteurs d'appareils électroménagers, il va falloir avoir des industries qui tournent avec du lourd. Et ce ne sera pas avec quelques petits panneaux solaires qu'on fera tourner ces usines. Oui, monsieur. Donc, je vous comprends bien. Le bébé est né hier et vous voulez qu'il ait déjà les dents et la barbe blanche demain. Non, ce n'est pas possible. Hein. Monsieur Ndomtien, nous devrions faire du pas à pas. Oui, on a besoin de s'industrialiser. Comme monsieur Ndomo le disait tout à l'heure, est-ce que vous avez fait un bilan de puissance de votre demande, de ce que vous avez besoin, avant de vous déclarer non capable de produire cette énergie? Cette énergie pour faire quoi? Quand nous regardons notre développement aujourd'hui, nous sommes encore dans la phase des fondations, des bases. On ne peut pas se retrouver demain, du jour au lendemain, dans la phase des fonderies.
Non, mais Nous enfin, sommes encore dans si la vous permettez, chaudronnerie, Monsieur nous sommes Ndji, dans si la vous permettez, menuiserie. plusieurs experts vous expliquent le problème aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à industrialiser le continent. Vous avez des gros investisseurs qui vous disent on aurait bien aimé installer nos usines en Afrique, mais on ne peut pas parce que la qualité d'énergie n'est pas suffisante pour faire ce que nous voulons. Je voulais vous dire, je ne vous coupe pas, mais permettez-moi de vous dire ceci. Si aujourd'hui, quelqu'un, Toyota, veut faire une industrie d'assemblage en Afrique, la deuxième question qu'elle va se poser, c'est que, oui, où sont les clients? Oui, en population, nous sommes intéressants, mais en capacité financière, nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas brûler cette étape-là. Construisons-nous d'abord, produisons à partir de ce que nous avons, et ensuite nous allons voir grand. Je ne vois pas une... comment est-ce qu'on appelle ça? Avant, c'était Air Afrique. Je ne vois pas une agence africaine qui va se permettre de commander une Airbus de 500 places parce qu'il trouvera que, oui, les autres ont commandé un Airbus de 500 places, nous allons chercher. Non, contentons-nous encore de nos petits pas. Voyez-vous, on va commencer avec les bâtiments, ce qui se fait déjà bien. Et dans les bâtiments, imaginez-vous à combien ça vous reviendrait de faire une porte métallique. Je pense dans les pays sahéliens comme... le Sénégal ou quoi, où ils n'utilisent pas du bois, mais ils utilisent que du métallique pour des ouvertures. Ça les coûte cher. Et s'il faut utiliser l'énergie fossile pour faire de la chaudronnerie là-bas, alors que les énergies renouvelables sont là, pourquoi ne pas commencer par se développer avec ces énergies renouvelables-là, qui ne demandent pas, ma foi, des mégawatts, ça ne demande que des centaines de kilowatts. Je vois M. Nguemo qui... Oui, M. Nguemo tient à réagir parce qu'on rapidement. parle énormément de puissance, d'accord? Vraiment, il ne faut pas qu'on sorte d'ici en étant un peu ridicule au niveau des puissances. Mais je ne sais pas d'où est-ce que ça sort qu'avec le solaire ou bien qu'avec l'hydroélectricité, on ne peut pas produire de grandes puissances. Moi, j'ai travaillé sur des systèmes, déjà pour le Cameroun, c'est dommage, mes ordinateurs ne sont pas là, pour produire 2 mégawatts au nord du Cameroun. C'est quelque chose que je ferais une des propositions que je faisais à Eneo. Et eux-mêmes déjà ont pris des structures pour leur produire 4 mégawatts dans le nord Cameroun. D'accord? Et dans le monde entier, moi je suis partenaire SMA, ici au Cameroun. SMA qui est une structure allemande, qui est le leader mondial. Il y a plein d'unités de production électrique, d'électricité, des dizaines de mégawatts. C'est-à-dire que ça prendrait plusieurs industries. Il faut que ce soit clair là-dessus. Le deuxième volet, on a dit, parce que jusqu'à présent, dans nos pays africains, on fait beaucoup on fait de la petite production pour des villages, pour les autres. Oui. Et on a l'impression que ça s'arrête à ça. Ouais. Non, je m'excuse. Il vous donnerait des références et des références. Peut-être à la suite de cette émission, ou bien je vous les renverrai pour que vous les mettez dans vos émissions. Ouais. Où il y a des productions à grande échelle, il y a des îles. Oui, mais on est totalement d'accord avec vous. Le problème aujourd'hui, c'est au niveau de ce que ça coûte. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous décidez d'investir dans du renouvelable pour de la quantité industrielle, ça a un coût. Ça a un coût. Bon, je reviens. Bon, il faudra donc comparer avec, par exemple, comme dit tantôt, la technologie nucléaire, qui est moins disponible pour nous que la technologie solaire et hydro. Même en termes de technologie, comme on le disait. C'est-à-dire, si on dit on fait du nucléaire, déjà, on comprend bien que les autres ne pourront pas le faire et ne donneront pas l'expertise. Mais par contre, si on veut se développer, disons, on fait avec ce qu'on a. On a déjà de quoi faire si on s'appuie sur les renouvelables à l'heure actuelle. D'accord. Oui, M. Takam, sur le débat. Oui, j'allais dire qu'on produit l'électricité pourquoi? Nous savons que l'Afrique a décidé de procéder à la transformation structurelle de son économie à travers l'agriculture et l'agro-industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie que je produis au Mali, que je produis en RDC avec les petites centrales, c'est suffisant pour commencer. Vous savez que l'Italie n'est pas dans les grosses industries. Pourtant, l'Italie compte dans le monde. Donc, ça dépend de la politique économique que nous mettons en place. C'est une question de choix. Maintenant, au-delà donc de ça, si nous voulons faire des grandes productions, je vous dis que c'est possible parce que c'est une question de politique nationale. Si on décide qu'on va se lancer, même dans la sidérurgie, on peut produire de l'énergie. Nous avons des grandes rivières qui sont là, des grands fleuves qui sont là, qui peuvent nous produire tout ce que nous voulons. Et si je prends le cas du Congo démocratique, moi j'ai fait un travail, une étude au Congo démocratique sur des petites unités de production jusqu'à 100 mégas.
Et vraiment, c'est possible. Tout ce que le Congo peut vouloir en matière de développement industriel, il peut le produire. Si vous prenez l'Inga, qui est le grand fleuve, mais écoutez, il est capable de toute l'Afrique subsaharienne. Il peut fournir de l'énergie. Ça veut dire que l'Afrique a des potentialités. Mais il faut les transformer. Oui, oui. Permettez-moi encore, je vais vous dire, nous occultons souvent certaines choses. La technologie nucléaire, pourquoi nous n'avons pas accès à ça? Nous avons de l'uranium. Bien sûr, c'est l'une des autres questions que je voulais qu'on évoque aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas se lancer dans la technologie de production du nucléaire civil? Nous, on attendait que vous nous donniez la réponse, vous qui êtes là-dessus. Non, je dis c'est toujours des questions politiques. Oui, puisqu'on prend de l'uranium en Afrique pour faire de la production nucléaire dans les pays occidentaux, et l'Afrique elle-même, excepté l'Afrique du Sud, n'est pas dans le domaine du nucléaire civil. C'est les pays africains qui doivent définir leur politique et permettre qu'on avance là-dedans. Mais nous, on a la possibilité de commencer avec ce qui est sur le marché. Et donc, si vous avez affaire aux entreprises, l'entreprise ne va aller que là où il doit avoir ses parts de marché. Monsieur Tatita voulait réagir, oui. Voilà, je voulais revenir à la suite de M. Nguemo pour dire que nous n'avons pas déclaré qu'il est impossible d'obtenir de grandes puissances avec des énergies renouvelables. Tout est possible. On peut utiliser tout un village pour développer l'électricité, avoir des dizaines et des centaines de mégawatts. Qu'est-ce qu'on en fait après? Comment on récupère? Dans combien de temps on a le retour sur l'investissement? Qui est le consommateur? C'est le véritable problème. On est capable de tout. Mais après, il faut qu'il y ait un consommateur. Mais qui a un marché? Qui a un marché. Parce que je prends le cas du Cameroun, par exemple. Nous avons Eneo qui a l'exclusivité sur la distribution. Qui est la compagnie de distribution d'énergie de l'énergie électrique. Au Cameroun. À supposer que quelqu'un construise une centrale de 500 ou de 1000 MW qui mette à la disposition de Eneo avec une concession, c'est-à-dire qu'avec un contrat d'achat, et que Eneo ne puisse pas acheter puisqu'il ne peut pas transporter dans les délais pour pouvoir revendre. Qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise ne pourra jamais s'en sortir. Donc, il faut produire en fonction des besoins. Et tout est possible. Alors, je disais justement, M. Tatita, le problème, c'est que les besoins